Sauf qui peut, en Macronie, la majorité présidentielle en danger, désigné chef de campagne, Gabriel Attal espère convaincre les électeurs sociodémocrates qui ne se reconnaissent ni dans le Front populaire, ni dans le Rassemblement national emmené par Jordan Bardella. Vous le voyez, le chef du gouvernement effectue un déplacement à Nantes aux côtés de Sarah El Haïry, ministre déléguée en charge de l'enfance, qui repart en campagne dans sa ville de Nantes pour les législatives dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique. Sur place, on va retrouver Mélanie Ravier avec Guillaume Coléoni. Et oui, deuxième déplacement de campagne pour Gabriel Attal qui s'est retrouvé aux côtés de Sarah El Haïry, ministre de la Petite Enfance et des Familles et députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique. Ce matin sur un marché, un Gabriel Attal détendu qui prend des selfies, mais qui a aussi été reçu par des militants du nouveau Front populaire qui criaient pas de 49.3, pas de 49.3. Il leur a répondu « Montez le son, on ne vous entend pas » en rigolant. Il a aussi rencontré des militants, déjeuné avec eux au restaurant. Un Gabriel Attal sur le terrain et qui sait qu'il est important de se mobiliser pour la victoire de son parti. Lui-même rejoint d'ailleurs une entente avec les Républicains dans sa circonscription des Hauts-de-Seine. Merci Mélanie Ravier avec Guillaume Coléoni. On peut peut-être revoir les images de Gabriel Attal avec Sarah El Haïry. Nicolas, on repart en campagne, mais on sent quand même que le souffle, l'énergie ne sont plus tout à fait là. Ah, ça y est pas pour l'instant. Et on peut comprendre, il était contre Gabriel Attal, il était contre la dissolution. C'est quand même difficile d'après d'être immédiatement le chef de guerre et même pas immédiatement dans la suite. Il y a quelque chose qui transparaît quand même de la difficulté de jouer ce rôle nouveau de chef de guerre parce que pour ça, en plus, il faut y croire. Oui. Or, moi, d'après les parlementaires que je vois et les sondeurs, y croire relève d'une capacité à s'illusionner assez forte. Et Attal, il a quand même les pieds sur terre. Donc, est-ce qu'il va trouver, en plus, une argumentation? Jusqu'à présent, on a surtout entendu, je veux écouter les Français, parler aux Français. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a à leur dire? Moi, je n'ai pas entendu une phrase que j'ai retenue de ça. Donc, je trouve que c'est mal barré. On sent qu'il accuse le coup. Ah oui. Ouais, il y avait cette photo, souvenez-vous, cette photo sidérante de la photographe du président Soisic de la Moissonnière, qui a été postée sur les réseaux sociaux et qui fera date, où on voyait les mines déconfites de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et puis de Gabriel Attal, qui s'était effectivement proposé comme un fusible, essayant de dissuader le président de la République de mettre à exécution quelque part les conseils qui lui avaient été donnés, notamment par Bruno Régeux-Petit. Donc là, véritablement, difficile de basculer après le grand reset dans le rôle du chef de guerre. Et ce qui est à craindre, c'est que finalement, les députés macronistes qui en réchapperont le 7 juillet prochain et dorénavant des mentalités un peu de survivants et donc peut-être des comportements d'auto-entrepreneurs à l'Assemblée nationale et vis-à-vis du président. Il y a un risque, Jean-Luc Manot, de disparition de la Macronie. Alors on a vu des projections assez inquiétantes pour la majorité de la part de nos confrères de Figaro. Et puis il y a cette réalité du résultat des européennes, ce rejet. Et on voit que Gabriel Attal lui-même n'est pas très optimiste. Il y a un syndrome chez Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas mené les campagnes électorales qu'il aurait dû mener et il mène celles qu'il ne devrait pas mener. Il n'a pas mené la présidentielle en réalité. Pas de mandat précis, pas de programme, pas de projet, juste une confrontation de valeurs avec l'extrême droite, c'est nécessaire, mais enfin, c'est pas suffisant. Et puis après, on sait bien, il est parti en voyage au moment de l'élection législative avec cette déclaration sur le tarmac devant l'avion présidentiel. Donc, il porte une responsabilité qui commence là, et tout le monde le comprend, qui commence de ne pas avoir demandé de mandat et donc il ne l'a pas obtenu. Il est élu sans mandat réel. Là, tout le monde, en réalité, l'implorait de ne pas faire campagne. De dire bonjour, bonne chance à Monsieur Attal, et on y va. Et le voilà qui fait 2 heures de conférence de presse pour avoir comme thème très mobilisateur pour le peuple français la révolution copernicienne de l'action. Et donc il y a encore beaucoup
d'électeurs potentiels qui, avec les dictionnaires, avec les encyclopédies, essayent de comprendre ce que le président leur a dit dans le premier jet de la campagne. Donc oui, il y a une crainte. Le macronisme ne risque pas de disparaître parce que ça n'existe pas. Oui, sans Macron. Ça n'existe pas. Et quant à la Macronie, c'est une hétérie. Et donc, ça se restructurera. En tout cas, ça peut se restructurer. D'ailleurs, sincèrement, c'est pas un parti. Il n'y a pas de parti macroniste pour une raison assez simple, c'est que originellement, voilà des gens qui se sont rassemblés derrière Emmanuel Macron contre la notion même de parti, contre leur expérience de parti, contre les complexes militaro-industriels qui étaient ceux des partis qu'ils ont quittés dans une haine de ce qu'imposait un parti. Donc, ils ne l'ont pas reconstruit. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas aujourd'hui. Écoutez justement ce que dit sur LCI Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, sur ce qui attend le bloc centriste. Je pense qu'il risque de disparaître, bien sûr, puisqu'on peut avoir des seconds tours qui vont être majoritairement des seconds tours entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Arlette, risque de disparition réelle ? Oui, évidemment, parce qu'en fait, il s'est passé officiellement ce matin le contraire de ce que l'Élysée avait imaginé, c'est-à-dire les deux gauches irréconciliables qui, effectivement, ne peuvent se réunir. On s'est dit trop de choses, ce qui est vrai, des divergences très graves, c'est très juste, mais qui n'ont pas imaginé une seconde que par intérêt électoral et par volonté aussi de battre évidemment Emmanuel Macron et donc encore une fois survie de la gauche, ils allaient s'entendre. Et ça, c'est pas le scénario qui était évidemment imaginé. Donc de ce point de vue, c'est une vraie défaite pour ceux qui ont imaginé ce coup politique incroyable et formidable qui devait permettre au président de la République de retrouver une majorité et de pouvoir terminer tranquillement son quinquennat. À droite, la droite a en partie éclaté, évidemment, grâce à Éric Ciotti, mais vous pouvez imaginer la gauche aussi, encore une fois, partant en ordre dispersé aux élections législatives. Ce n'est pas le cas. Donc l'opération a quand même, pour l'instant, en grande partie raté. Donc on est à sauver les meubles. Alors évidemment, il ne faut pas croire les projections, hypothèses qui sont mises sur la table, parce que c'est encore une fois des élections différentes. Oui, en 2 semaines et demie, en plus, tout bien entendu, changer. Mais le premier coup est raté. Deuxièmement, c'est quand même compliqué pour le président de la République. Ses anciens premiers ministres sont tous contre cette dissolution, ont tous dit qu'il ne fallait pas la faire. C'est quand même ennuyeux, ils ne lui veulent pas de mal. Je veux dire, Édouard Philippe veut sauver ses députés Horizon, Elisabeth Borne va sauver son siège, et Gabriel Attal va essayer de sauver ce qui peut, ce qui reste. C'est quand même très compliqué. Heureusement, c'est vrai que Jean Castex a été reconduit à la tête de la RATP. Il est tranquille dans le métro pour un moment. Mais je dis ça sérieusement et sans ironie, mais c'est quand même assez étonnant de voir qu'il n'y a pas, et François Bayrou n'est pas un ancien Premier ministre, mais il va sauver évidemment ses modems et ses élus modems. Donc c'est quand même compliqué de se dire, c'est un moment historique, crucial, il prend tous les risques, on prend les Français à témoin, maintenant faites un choix fondamental. Ce choix n'est pas partagé par tous ceux qui ont travaillé avec lui, qui sont là pour l'aider et pas pour le planter. Et ça va être pour chacun. Je sauve quand même, au-delà de cette élection, je pense à mon avenir. Évidemment, c'est vrai pour Gabriel Attal, et bien entendu, c'est vrai aussi pour Édouard Philippe, et pour d'autres que je ne citerai pas parce que je vais m'arrêter là. Damien Fleureau, on a vu ce matin que des candidats macronistes et LR s'accordent pour ne pas se présenter les uns contre les autres dans les Hauts-de-Seine. C'est les premiers deals pour tenter de survivre ? Oui, clairement. Ouais, ils ont observé le résultat de la carte électorale. Et puis, ils se sont dit, pour survivre, effectivement, mieux vaut s'entendre. Dans les Hauts-de-Seine, c'est vrai que c'est un département symbolique, où la majorité présidentielle a fait de très bons scores. Et donc là, par communiqué, Philippe Juvin, qui est le patron de la fédération du parti Les Républicains, a indiqué qu'il allait soutenir des candidats de la majorité présidentielle sortants, qu'il allait soutenir certains qui viennent, comme Stéphane Séjourné, le patron du parti Renaissance. C'est le département où se présentera Gabriel Attal, donc c'est pas n'importe quel département, les Hauts-de-Seine. Et c'est vrai que cet arc républicain, comme il est appelé, préfigure peut-être
le début d'une coalition centrale, qui se veut centrale, dans le cadre de ce scrutin. On verra si il est reproduit sur d'autres territoires.